Aujourd'hui, dans le cadre de notre article sur le protocole OSPF, plus exactement une petite introduction au protocole OSPF, je vais vous proposer une petite vidéo pour vous présenter l'algorithme de Dijkstra qui est utilisé, donc, comme je l'ai dit dans l'article, dans plein d'autres applications et qui permet de trouver le plus court chemin du point A au point B. Nous allons essayer de regarder un petit peu plus ça d'un œil, j'allais dire, moins technique. Alors pour ça, nous allons considérer une topologie composée de 5 routeurs, avec différents liens entre routeurs, avec de la redondance. On le voit par exemple entre R1 et R4, on a la possibilité d'utiliser le lien direct, ou encore d'utiliser le lien secours par R3 par exemple, si jamais j'avais des pannes sur le lien nominal. Donc une topologie redondée, relativement riche, pour lequel nous allons voir comment fonctionne le protocole OSPF, au moins d'un niveau moins technique, pour pouvoir ensuite comprendre en fait les commandes et ce que fait le routeur Cisco. Alors différentes étapes utilisées par l'algorithme. La première étape va être pour chaque routeur de prendre en compte ses propres informations liées à la topologie et d'informer les autres routeurs, notamment les routeurs voisins, mais qui par effet finalement rebond vont pouvoir diffuser l'information sur toute ma zone. Et donc la première étape, s'il fallait donc les numéroter, nous aurons ici l'étape numéro 1 qui correspond à la diffusion des informations de topologie. Ensuite, sur la base de ces informations de topologie, nous allons établir la base de données topologique. Nous allons rassembler toutes les informations reçues, écarter les informations redondantes et uniquement garder donc d'avoir connaissance de la topologie totale. Alors non pas sous la forme d'un schéma, alors ça c'est bien pour l'esprit humain, mais sous la forme d'une véritable base d'informations topologiques qui sera utilisée ensuite par le routeur pour pouvoir utiliser son algorithme de Dijkstra, l'algorithme SPF, qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle le SPT, l'arbre du plus court chemin. Et sur la base de l'arbre du plus court chemin entre les différents nœuds de notre réseau, nous allons, dans la quatrième étape, pouvoir construire, plus exactement remplir, la table de routage du routeur, au moins pour les informations associées à OSPF. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici nous avons 5 routeurs, 5 nœuds. Cet algorithme se fait de façon indépendante sur chacun des nœuds. Par contre, cet algorithme permet, dans un premier temps, d'être sûr que les informations topologiques sont parfaitement synchronisées et identiques sur tous les routeurs. Ça, c'est la première étape, garantie par le mécanisme de flooding des informations topologiques du routage OSPF. Et ensuite, du coup, l'algorithme va garantir que le plus court chemin, le SPT, l'arbre du plus court chemin, soit calculé de la même façon pour chacun des routeurs, ce qui va éviter et garantir l'absence de boucle. Donc pour les besoins de la petite démonstration qui va être proposée ici, je vous propose de voir l'œil du routeur R1. Comment se passe finalement le protocole OSPF, l'algorithme de Dijkstra, vu du routeur R1. Donc nous avons ici le routeur R1 qui va, puisque le protocole OSPF est un protocole à état de lien, qui va transmettre les informations sur l'état de lien des routeurs. Ici, R1 est composé de 1, 2, 3, 4 liens. Donc nous avons 4 liens, 4 informations à transmettre à nos voisins. Premier lien, le lien de type Ethernet qui correspond au réseau 10.1.0.0/16 avec un coût pour accéder à ce réseau de 2. Nous n'avons aucun voisin présent sur ce lien. Et nous avons donc le lien 2, qui est un lien série, le lien 3, qui lui est également un lien série, et enfin le quatrième lien, qui est un autre lien série. Chacun de ces liens nous permet d'accéder à d'autres voisins. Alors c'est ce que je vous ai marqué ici. Par le lien 2, finalement, je peux accéder au routeur R2. Par le lien 3, je peux accéder au routeur R3 et par le lien 4, je peux accéder au routeur R4. À chaque fois, je vous ai mis de la métrique qui est reportée de mon schéma, qui est configurée finalement éventuellement dans mes équipements. Donc à chaque fois, pour chaque lien, je vais inclure la fameuse information d'état de lien qui correspond à l'adresse IP et le masque de sous-réseau, le type de réseau, est-ce que c'est de l'Ethernet, c'est-à-dire un réseau de type broadcast, ou des liens série, c'est-à-dire des liens de type point à point, point to point, quel est le coût associé à ce lien.
et quels sont les routeurs voisins accessibles par ce lien. Alors pour revenir sur l'information relativement importante qui est liée au coût, le coût est calculé automatiquement par le routeur Cisco en fonction de la bande passante, c'est-à-dire que plus la bande passante est élevée et plus le coût va être faible. D'accord ? L'objectif, c'est d'avoir le chemin le plus court, donc avec le plus faible coût. Un petit peu lorsque nous utilisons des applications GPS, finalement, on utilise souvent le coût qui est lié au temps. Et donc évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est la route la plus rapide, donc celle dont le coût est le plus faible, si le coût est associé au temps. Donc dans le cas des routeurs Cisco, par défaut, c'est indexé sur la bande passante, avec une bande passante de référence. J'y reviendrai quand nous parlerons des détails. Mais l'idée, c'est de dire, ben voilà, un lien 10 mégabits ou un lien 2 mégas. Un lien 2 mégas va avoir un coût qui est supérieur à un lien 10 mégabits, qui va être lui-même supérieur à un coût pour un lien Fast Ethernet à 100 mégabits. Donc, sur la base de cet index, nous allons déterminer et associer un coût à chacun des liens. Alors, dans les prochains écrans, je vous ai expliqué un petit peu comment apparaissent la base de données topologique pour le routeur R1, qui est le routeur qui nous concerne finalement. Donc finalement, la première étape va consister pour le routeur R1 à regarder les liens sur lesquels il est directement connecté. Et on va pouvoir voir finalement que je suis connecté au routeur R2 par l'intermédiaire du réseau 10.2.2.0.0 avec un coût de 20 qui est reporté. Je peux accéder au routeur R3 avec un coût de 5 par l'intermédiaire du réseau 10.3.0.0 et je peux accéder au routeur R4 par l'intermédiaire du routeur 10.4.0.0.16 avec un coût de 20. Et enfin, je dispose d'un autre réseau qui est mon réseau finalement auquel je suis directement raccordé, qui est mon réseau 10.1.0.0/16 avec un coût de 2. Donc ça, ce sont les informations que j'ai localement. C'est-à-dire que j'ai plusieurs interfaces pour lesquelles IP est activé et pour lesquelles j'ai associé le process OSPF. Nous verrons comment dans une autre vidéo ou dans un autre article. L'idée, c'est d'associer OSPF à des interfaces. Puisque j'associe OSPF à des interfaces, je suis capable, moi, en tant que routeur, de savoir quelles sont les interfaces auxquelles j'appartiens, les voisins que je vois sur ces interfaces, pour pouvoir transmettre ces informations à mes voisins. Et ce qui est intéressant finalement dans le mécanisme de flooding, c'est que tous les routeurs vont faire la même chose. C'est-à-dire que le routeur R2 va également avoir une réflexion sur quels sont les liens sur lesquels je suis raccordé pour lequel OSPF est activé. Et donc sur la base de ces informations, on le voit ici, j'ai le routeur R2 qui dit être raccordé à R1, mais à R5 également un réseau local. Cette information va être floudée dans tout le réseau, donc reçue par R1, et puisque je me positionne du point de vue de R1, je peux finalement me faire une vision un petit peu plus précise, au-delà de ce qui se passe chez moi, de voir que derrière R2 j'ai un réseau, et que j'ai la possibilité également d'accéder au routeur R5 avec un coût de 10. Et chaque équipement va faire la même chose, ce mécanisme lié au flooding. Chaque routeur regarde finalement à quel réseau il est raccordé, à quel voisin il peut accéder avec quel coût, et il transmet cette information qui va revenir à tous les réseaux de ce qu'on va appeler l'air. D'accord ? Ce qui va permettre finalement d'avoir une cartographie un petit peu plus précise de nos réseaux. Donc à chaque fois, le routeur R3 a transmis ces informations, le routeur R4 va faire exactement la même chose, et ça va me conduire finalement à avoir une cartographie complète de mon réseau, qui finalement, alors pour l'esprit humain, je vais la représenter par un schéma, mais finalement on le voit que c'est un ensemble finalement de listes de routeurs, donc de nœuds, qui permettent d'accéder à différents liens de différents types avec différents coûts. Donc la représentation usuelle pour l'être humain, c'est mieux d'avoir un schéma comme vous l'avez ici devant les yeux. Maintenant, le routeur n'a pas ce schéma-là. Il a la base de données qui liste les différents nœuds associés, accessibles, et les différents réseaux auxquels il peut accéder. Nous allons voir, à partir de la base de données topologique, comment nous allons construire notre arbre du plus court chemin. Un arbre commence par la racine, et il va essayer d'atteindre toutes les feuilles pour leur envoyer pas les informations dans le cas de l'arbre, mais
toute la sève nécessaire pour que l'arbre puisse correctement se développer. Donc l'idée c'est d'avoir une racine. Ici nous allons partir donc toujours pareil de mon routeur R1 et nous allons voir comment nous allons pouvoir accéder à tous les nœuds pour construire cet arbre du plus court chemin. Donc pour cela, évidemment ici nous avons la carte de façon graphique, donc l'être humain sait très bien trouver à chaque fois les plus courts chemins. Par contre, comment l'algorithme SPF va pouvoir se débrouiller pour trouver les plus courts chemins? Alors pour cela, il va utiliser une base dite candidate, qui correspond aux branches de mon arbre candidat pour être justement dans l'arbre du plus court chemin. Et nous allons passer toutes les informations de la base de données, les proposer comme candidates, en écarter certaines et en retenir d'autres pour pouvoir les mettre dans une autre base finalement, dans l'arbre tree du plus court chemin, avec à chaque fois le coût total finalement pour atteindre ce nœud. L'objectif c'est de pouvoir construire un arbre qui permet de passer finalement par tous les nœuds en prenant le plus court chemin. Alors, je vais prendre pour cela toutes les informations de la base topologique. Et je vais commencer par faire simple en disant que la racine c'est R1. Donc R1 c'est aller sur R1 avec un coût total de 0 puisque c'est la racine. Mais R1 c'est aller sur R2, R3 et R4. Et donc je vais noter finalement ici R1 c'est aller sur R2 avec un coût de 20. R1 c'est aller sur R3 avec un coût de 5. Et R1 c'est aller sur R4 avec un coût de 20. L'algorithme va essayer de chercher les différentes branches de mon arbre en faisant comme ça. Je vais regarder dans la partie donc, de toutes les informations candidates, quel est le coût le plus faible. Et j'ai donc R1, R3 qui se distinguent. 5 est plus petit que 20. Donc je vais le reporter finalement dans mon arbre du plus court chemin. Je vais dire que R1, c'est aller sur R3 avec un coût de 5. Et donc, depuis R1, pour aller sur R3, je vais faire 5 plus 0. J'ai un coût total de 5. Puisque cette information a été recopiée dans ma base de données de l'arbre du plus court chemin, je vais l'effacer de mes bases des candidats. Et je vais continuer à remplir finalement, à partir de toutes les informations topologiques, je vais dire par exemple que R3, c'est aller sur R1. D'accord ? Mais ça, je l'ai déjà traité, donc je n'ai pas besoin de le remettre. R3, c'est aller sur R4, et ça, je ne l'ai pas déjà traité. Donc je vais rajouter R3, c'est aller sur R4, avec un coût de 10. Et je vais donc regarder dans ma base des candidats quelle est l'information avec le coût le plus petit. C'est cette nouvelle branche que je viens de rajouter, R3, R4, avec un poids de 10. Donc je vais la prendre, je vais regarder est-ce que j'ai déjà dans mon arbre un moyen d'aller sur R4. J'ai pas de moyen sur aller sur R4, donc je vais rajouter la branche R3, R4, avec un coût de 10. Ce qui me permet moi, en tant qu'R1, j'ai ce coût de 10, j'ai ce coût de 3, et donc 10 plus 5 égale à 15, je sais aller sur R4 avec un coût de 15. Cette information a été écrite dans la base de l'arbre du plus court chemin, je peux l'effacer. Et je vais continuer comme ça. Je vais dire que R2 a également des informations topologiques pour aller sur R1, j'ai déjà ça dans ma base, ou pour aller sur R5. Est-ce que j'ai ça dans ma base? Non. Donc je vais le rajouter comme candidat en disant que R2, c'est aller sur R5 avec un poids de 10. Cette information a le plus petit coût. Est-ce que je sais déjà aller sur R5 à gauche? J'ai pas R5 qui apparaît. Et donc je vais pouvoir ajouter R2, R5. Hop. R2, R5 avec un poids de 10. Et donc le coût total en passant par R2 va être de 10 plus 20 de 30. Et on continue comme cela. Cette information ayant été ajoutée, elle est effacée.
Et donc j'ai traité les informations qui me viennent de R2, de R3. Il me manque traiter les informations qui me viennent de R4 et R5. Donc commençons par R4 par exemple. R4 c'est aller sur R1 déjà traité. Sur R3, je l'ai déjà traité dans mon arbre. Et sur R5, je l'ai déjà traité dans mon arbre. Pas besoin d'en parler. Autre candidat, tout ce qui va me venir depuis R5. Donc R5, c'est aller sur R2. Est-ce que c'est dans mon arbre? Non, c'est pas dans mon arbre. Donc je vais rajouter. R5, c'est aller sur R2 avec un poids de 10. C'est effectivement l'information dans ma base candidate la plus petite que je vais donc rapporter dans mon arbre du plus court chemin. Et donc je vais dire que R5, c'est aller sur R2 avec un poids de 10. Le problème, c'est que pour aller sur R5, j'ai un poids de 30. 10 plus 30, ça va faire 40. Regardez l'autre information candidate du dessus. R1 plus R2 égale à 20. R1 pour aller sur R2 a un poids de 20. Donc finalement, cette information va être privilégiée, va être recopiée dans la base du plus court chemin, et je vais avoir R1, R2 avec un coût de 20, coût total de 20. Est-ce que je sais aller sur R4? Oui, cette information, je peux l'effacer, et j'ai traité tous les candidats. Pour pouvoir redessiner finalement l'arbre de diffusion, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Ce qu'on a ici à gauche me permet de dire R1 est bien la racine. J'ai une branche R1, R3 et une branche R3, R4. J'ai une branche R2, R5 et j'ai ma branche R1, R2. Et vous voyez finalement en fait comment je peux accéder à tous les éléments de mon réseau en passant par R1, R2, R5 ou en utilisant l'autre côté de mon arbre, R1, R3, R4. Et c'est effectivement le chemin le plus court. Alors au passage, vous voyez que si on faisait l'exercice de calculer le plus court chemin pour chacun des nœuds, par cet algorithme-là, nous retomberions exactement à chaque fois sur le même schéma. Là, je suis parti de R1. Si j'étais parti de R3, j'aurais eu exactement le même résultat. C'est l'algorithme qui veut ça. Ce qui permet à chaque fois de garantir que pour aller d'un point A à un point B, donc pour aller de R1 par exemple à R4, je passe par R3. Et R3 va faire le même calcul. Donc R3 va directement utiliser le lien par R4 et non pas passer par R1, ce qui conduirait à une boucle. Voilà pourquoi on dit que l'algorithme SPF, puisqu'il part de la même base de données topologiques, va conduire finalement au même arbre du plus court chemin et donc garantir l'absence de boucle dans mon réseau. C'est un exemple finalement parmi d'autres qui permet de présenter rapidement l'élaboration du graphe en suivant l'algorithme de Dijkstra. Il ne faut pas le retenir de façon aussi précise. Gardez en tête qu'à partir du schéma, vous êtes capable de trouver le plus court chemin et que le routeur se débrouille finalement pour arriver à la même chose. Le dernier point, le dernier élément que va faire le routeur, c'est à partir de cette information de base topologique, il va remplir la table de routage. Donc R1 va mettre ses réseaux sur lesquels il est directement connecté. Puis il va remplir finalement, sur la base de son arbre du plus court chemin, les réseaux auxquels il est capable d'accéder, avec les différents coûts associés. Sachant que tout ce qu'on vient de voir est vrai finalement pour tous les routeurs qui appartiennent à ce que nous allons appeler la même aire, puisque le protocole OSPF est un protocole hiérarchique, et donc il permet de découper mon réseau en différentes aires, et que la base d'information topologique est garantie identique pour tous les routeurs qui se trouvent ici, par exemple dans l'aire 0. Mais j'ai une autre synchronisation avec des informations de base topologique qui va être différente dans l'aire 1 ou encore dans l'aire 51 ici. Donc vous voyez, on a un intérêt, c'est que si je change une information topologique, il faut flouder, il faut que tous les routeurs soient au courant de cette information topologique. À partir du moment où je redécoupe en petites aires, ça me permet de confiner une information liée à la topologie seulement dans mon aire. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail
lorsque je détaillerai finalement le fonctionnement des architectures OSPF dans le cadre d'une vidéo ou dans le cadre d'un article. Restez branchés, merci, à très bientôt.